Ce matin, le 28 juin 2026, CNN diffuse une seule histoire, la BBC diffuse une seule histoire, Reuters, AP, chaque grand média dans le monde vous raconte exactement la même chose. Et l'histoire est la suivante. L'Iran a violé le cessez-le-feu. L'Iran a utilisé des drones pour attaquer un pétrolier battant pavillon panaméen appelé le MT Kikou alors qu'il transitait par le détroit d'Ormuz. Les États-Unis ont été contraints de réagir. Le CENTCOM, le commandement central américain, a donc lancé des frappes aériennes contre 10 cibles militaires iraniennes dans et autour du détroit. Et Donald Trump s'est rendu sur Truth Social pour avertir, je le cite directement, qu'il pourrait venir un moment où l'Amérique ne sera plus en mesure d'être raisonnable et sera forcée d'achever militairement le travail. Et si cela se produit, toujours les propres mots de Trump, la République islamique d'Iran n'existera plus. D'accord, c'est l'histoire que les médias vous donnent. Maintenant, je veux vous montrer quelque chose dont aucun d'eux ne parle. L'article 5. L'article 5 du Mémorandum d'accord d'Islamabad, l'accord de cessez-le-feu que les États-Unis eux-mêmes ont signé, stipule, et je lis le texte exact, que la République islamique d'Iran prendra des dispositions en utilisant ses meilleurs efforts pour assurer le passage sûr des navires commerciaux sans frais pendant 60 jours depuis le golfe Persique jusqu'à la mer d'Oman et vice-versa. Permettez-moi de répéter cela lentement. L'Iran prendra les dispositions pour le passage sûr. Pas l'Amérique, pas les Nations Unies, pas Oman, pas un comité conjoint. L'Iran. La République islamique d'Iran est l'entité responsable, en vertu de cet accord, de décider comment les navires transitent par le détroit d'Ormuz. Est-ce que vous comprenez ce que cela signifie? L'Amérique, avec sa propre signature sur son propre document, a remis à l'Iran l'autorité de gérer la voie maritime la plus stratégiquement importante de la planète. Et maintenant, l'Amérique bombarde l'Iran parce que l'Iran exerce cette autorité. Ce n'est pas l'Iran qui viole l'accord, c'est l'Amérique qui bombarde l'Iran pour s'être conformé à l'accord. Laissez cela s'imprégner un instant. Il y a 3 semaines, et c'est important, j'ai dit sur cette chaîne que le mémorandum d'Islamabad n'était pas un accord de paix. J'ai dit que c'était de la fumée et des miroirs. J'ai dit que c'était un piège. J'ai dit que le piège ne se refermerait pas sur l'Iran. J'ai dit qu'il se refermerait sur Washington. Et en ce moment, aujourd'hui, le 28 juin 2026, nous regardons ce piège se refermer en temps réel. Ce que je veux faire pendant les 20 prochaines minutes environ, c'est vous guider à travers ce qui se passe réellement sous la surface de ce que les médias vous disent. Et je vais ajouter une dimension à cette histoire que presque personne ne relie correctement. Cette dimension, c'est Israël. Parce que la façon dont cette histoire se termine, et je veux que vous prêtiez vraiment attention à cela, ne déterminera pas seulement ce qui arrive à l'Iran et à l'Amérique. Elle déterminera si le plus grand rêve géopolitique d'Israël s'effondre avant même d'avoir pu décoller. Allons-y. Pour comprendre ce qui se passe vraiment, vous devez comprendre un mécanisme que j'appelle le piège de l'article 5. L'idée est en réalité très simple. Quand une superpuissance signe un accord sans le lire attentivement, ou pire, le signe en sachant parfaitement ce qu'il dit, mais en pariant que l'autre partie n'osera pas l'appliquer, alors ce bout de papier devient l'arme la plus dangereuse qui puisse être utilisée contre elle. Le document devient l'arme. Laissez-moi décortiquer ce que dit réellement l'article 5, parce que les détails ont une importance considérable ici. Le texte dit que l'Iran prendra des dispositions pour le passage sûr. Cette formulation, prendra des dispositions, est un langage juridique signifiant que l'Iran est l'autorité administrative. L'Iran décide de la logistique. L'Iran détermine quel navire passe, par quel itinéraire et sous quelle supervision. Il n'est fait aucune mention d'un rôle de coordination pour l'Amérique. Il n'est fait aucune mention d'un droit de regard américain sur les couloirs utilisés par les navires. Le texte dit ensuite que l'Iran conduira un dialogue avec le sultanat d'Oman pour définir la future administration maritime du détroit. Oman, pas l'Amérique. Oman et l'Iran ensemble. Ainsi, quand l'Iran a indiqué cette semaine aux navires que le seul couloir de transit autorisé était le couloir nord, c'est-à-dire le couloir situé dans les eaux territoriales iraniennes, l'Iran ne violait pas le mémorandum. L'Iran l'appliquait. Et voici où les choses deviennent vraiment intéressantes. Regardez les chiffres. Mercredi de cette semaine, 70 navires ont transité par le détroit d'Ormuz en une seule journée. 70. C'est à peu près normal. Jeudi, après que les gardiens de la Révolution ont averti que les navires utilisant des couloirs non autorisés seraient traités avec davantage de fermeté, ce nombre est tombé à 54. Samedi, hier, il a encore chuté à 40. De 70 à 40 en 3 jours. C'est une baisse de 30% du trafic mondial de transit pétrolier en 72 heures. Et ce n'est pas à cause d'une action militaire, c'est parce que l'Iran a publié une règle fondée sur l'article 5, et les navires ont commencé à la respecter. Voici maintenant le moment qui a tout fait exploser.
Les États-Unis, par le biais du JMIC, le Centre d'information maritime conjoint, une opération de la marine américaine, ont tenté d'établir un couloir alternatif, un nouveau couloir de transit longeant la côte d'Oman dans les eaux internationales, sans coordonner avec l'Iran, sans l'approbation de l'Iran. L'Iran a dit « Vous ne pouvez pas faire ça, c'est à nous d'en décider en vertu de l'article 5. Tout navire utilisant ce couloir viole notre autorité administrative sur le détroit. » Et puis le MT Kikou, un pétrolier battant pavillon panaméen, transportant plus de 2 millions de barils de pétrole brut, a tenté d'utiliser le couloir américain, et un drone iranien l'a frappé. La question que formule chaque média est donc « L'Iran a-t-il attaqué un navire civil ?» Et la réponse factuelle est oui. Mais la vraie question, celle qui détermine tout sur qui a tort et qui a raison, est la suivante. Ce navire avait-il le droit légal de se trouver dans ce couloir? Et selon le document que l'Amérique a signé, la réponse est que c'est contesté. Et quand il y a un litige juridique sur un traité, on négocie, on ne bombarde pas. L'Amérique a bombardé. Cela vous dit tout ce que vous devez savoir. La question évidente qui suit est « Pourquoi ?» Pourquoi la puissance militaire la plus puissante de l'histoire humaine signerait-elle un accord qui donne à l'Iran autorité sur le détroit d'Ormuz? Qui dans la salle a dit « Oui, c'est un bon accord pour nous » Et la réponse à cette question va vous aider à comprendre toute l'architecture de cette guerre. Quand le mémorandum d'Islamabad a été signé, les États-Unis étaient sous une pression énorme. Pas une pression militaire, l'Amérique gagnait militairement. Elle avait bombardé des milliers de cibles iraniennes. Elle avait établi la suprématie aérienne sur le théâtre d'opération. Elle avait significativement dégradé le réseau de défense aérienne iranien. La pression était politique et économique. Réfléchissez à ce qui se passait. Le détroit d'Ormuz était effectivement étranglé. Le trafic avait diminué. Les prix du pétrole montaient. L'économie mondiale commençait à se gripper. Les pays du Conseil de coopération du Golfe, Émirats arabes unis, Bahreïn, Koweït, Arabie saoudite, avaient absorbé plus de 1770 missiles balistiques iraniens et près de 4000 drones au cours du conflit. Ce sont des alliés américains qui se faisaient pilonner tout en se trouvant à l'intérieur de ce qui était censé être le parapluie sécuritaire américain. Et à Washington, la situation politique était catastrophique. La résolution sur les pouvoirs de guerre avait été adoptée au Sénat à 50 voix contre 48. Le représentant démocrate Ro Khanna menaçait littéralement de traîner le président en justice. Le consensus intérieur pour poursuivre la guerre se fissurait. Et chaque jour que la guerre continuait, davantage d'Américains se demandaient ce qu'ils en retiraient concrètement. Ainsi, quand l'accord islamabadais a atterri sur la table, deux factions s'affrontaient au sein de l'administration Trump. La première disait « Signez, sortez, déclarez-le une victoire et passez à autre chose ». La seconde, et c'est la partie que personne ne dit à voix haute, croyait que le mémorandum n'était qu'une pause temporaire. Qu'une fois les choses calmées, il trouverait des moyens de réinterpréter l'accord, de réimposer la pression et d'obtenir finalement le résultat voulu sans avoir à le revendiquer publiquement. Et on peut constater que c'est la deuxième faction qui menait le jeu, à voir ce qui s'est passé immédiatement après la signature du mémorandum. Trois choses. Premièrement, le groupe de porte-avions USS George H.W. Bush était toujours en cours de déploiement au Moyen-Orient. Si vous avez signé un véritable accord de paix, pourquoi envoyer davantage de navires de guerre? Deuxièmement, l'Amérique a négocié un accord cadre tripartite complètement distinct avec Israël et le Liban. Ce cadre permet aux forces israéliennes de maintenir une zone tampon de sécurité dans le sud du Liban jusqu'au désarmement complet du Hezbollah. L'Iran et le Hezbollah ont immédiatement répondu « Attendez, le mémorandum stipule que toutes les hostilités sur tous les fronts, y compris au Liban, sont censées s'arrêter. De quoi s'agit-il » Troisièmement, et c'est le plus important, l'Amérique a tenté de créer son propre couloir de navigation dans le détroit sans obtenir l'accord de l'Iran. Si vous mettez ces trois éléments ensemble, un tableau très clair émerge. L'Amérique a signé un document qu'elle n'avait aucune intention d'honorer pleinement, espérant que la combinaison de la pression militaire et des manœuvres diplomatiques lui permettrait d'obtenir le résultat pratique, un détroit ouvert, un Iran diminué, sans avoir à concéder l'autorité légale que l'article 5 avait transférée à Téhéran. L'Iran l'a compris. La réponse de l'Iran était exactement ce qu'on attendrait d'une partie qui a une position juridique plus forte, mais une position militaire plus faible. Elle a commencé à appliquer l'article 5 de manière agressive, sachant que chaque fois que l'Amérique s'y opposait, c'était l'Amérique qui semblait rompre l'accord. Ce n'est pas des échecs, c'est du judo. L'Iran a utilisé la propre signature de l'Amérique comme une arme. Maintenant, comme je le fais toujours dans mon analyse, je veux vous donner la version la plus solide possible de l'argument américain, parce que je ne veux jamais que vous preniez simplement ma parole pour argent comptant. L'argument américain le plus solide est le suivant.
L'article 5 dit que l'Iran assurera le passage sûr. C'est un engagement que l'Iran a pris, une obligation. Quand des drones iraniens ont attaqué le MT Kikou, un navire commercial civil transportant du pétrole, l'Iran a violé cet engagement, quel que soit le couloir utilisé par le navire. Le texte dit « passage sûr ». Un navire touché par un drone, c'est tout le contraire d'un passage sûr. Les États-Unis étaient donc entièrement justifiés à riposter, parce que l'Iran a rompu sa propre promesse en premier. Cet argument est en réalité assez solide juridiquement. Il n'est pas stupide. En droit international, quand une partie viole matériellement un traité, cela donne à l'autre partie des raisons de réagir. Et il existe des précédents historiques pour l'utilisation d'une pression coercitive pour forcer le respect des accords. Je le reconnais, cet argument a un poids réel. Mais voici ce que le scénario optimal américain ne peut pas expliquer. Si l'Amérique voulait véritablement que l'Iran remplisse son obligation de l'article 5 d'assurer le passage sûr, alors pourquoi l'Amérique a-t-elle créé unilatéralement un couloir de transit sans l'accord de l'Iran? Réfléchissez à la logique. Si je signe un contrat stipulant que vous êtes responsable de la gestion de la route de livraison et que je veux que vous la gériez correctement, alors je dois travailler avec vous sur cette route. Je ne peux pas aller établir une route de livraison complètement différente tout seul et ensuite m'énerver parce que vous ne la reconnaissez pas. C'est exactement ce qu'a fait l'Amérique. Le JMIC, encore une opération de la marine américaine, a annoncé un couloir élargi près de la côte omanaise sans passer par le processus de l'article 5 qui exige que l'Iran prenne les dispositions et coordonne avec Oman l'administration future. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, l'a dit clairement aujourd'hui à Bagdad. Le détroit d'Ormuz reste sous la supervision et la gestion totale de l'Iran pour les 30 prochains jours. Toute intervention ou toute action unilatérale aggravera la situation et retardera la réouverture du détroit. Permettez-moi d'exprimer le paradoxe dans les termes les plus simples possibles. L'Amérique a attaqué l'Iran parce qu'un navire a été touché alors qu'il utilisait un couloir créé par l'Amérique. L'Iran dit que ce couloir n'était pas autorisé parce que l'Iran, en vertu de l'article 5, est la seule partie autorisée à créer des couloirs. L'article 5 a été signé par l'Amérique. Ce n'est pas un litige sur le fait que l'Iran a attaqué le navire. C'est un litige sur l'autorité interprétative d'un traité. Et quand vous avez un litige interprétatif sur un traité, la réponse correcte selon tout cadre du droit international est la négociation et le dialogue. J.D. Vance l'a dit lui-même. Si l'Iran a des préoccupations concernant le détroit, il devrait décrocher le téléphone. Mais l'Amérique a bombardé l'Iran avant que l'Iran puisse décrocher n'importe quel téléphone. On ne peut pas bombarder quelqu'un et lui dire ensuite d'appeler. Ce n'est pas un conflit sur le droit international. C'est quelque chose de bien plus profond. Ce qui m'amène à la partie de cette analyse que je considère comme la plus importante, et la partie que presque personne dans les grands médias n'est prêt à dire directement. Voici la question sur laquelle je veux m'arrêter quelques minutes, parce que je pense que c'est la question la plus importante de toute cette situation. Si l'Amérique sait, ou du moins si les juristes dans la salle savent, que l'article 5 crée une véritable ambiguïté juridique ici, si elle sait que bombarder l'Iran pourrait en réalité faire paraître l'Amérique comme la partie qui rompt l'accord, si elle sait que le monde regarde et que beaucoup de gens vont dire que l'Amérique est l'agresseur, alors pourquoi ne peut-elle pas s'arrêter? Je veux vous donner deux réponses à cette question. Deux cadres pour expliquer quelque chose qui, vu de l'extérieur, semble complètement irrationnel. J'appelle ces deux cadres ensemble la spirale ontologique. Il existe en théorie des relations internationales un concept appelé la sécurité ontologique. L'idée est la suivante. Les nations ne cherchent pas seulement la sécurité physique. Les nations ne veulent pas seulement que leur territoire soit intact et leur population en vie. Les nations ont aussi besoin de quelque chose de plus profond. Leur sentiment d'identité, leur récit identitaire, doit rester stable et cohérent. Or, pour les États-Unis d'Amérique, ce récit identitaire est resté constant depuis plus de 70 ans, et il va comme suit. Nous sommes les garants de l'ordre mondial. Nous sommes la force qui maintient le flux du commerce international. Nous sommes la puissance qui assure la liberté de navigation. Quand les marchandises circulent en toute sécurité dans le monde, quand le pétrole va du Golfe vers l'Asie, c'est grâce à nous. Le détroit d'Ormuz est la pièce maîtresse de ce récit. 20% de l'approvisionnement mondial en pétrole transite par ce détroit. Si l'Iran, le pays que l'Amérique appelle État voyou depuis 45 ans, est l'entité qui décide quels navires passent et quels itinéraires ils empruntent, alors tout le récit identitaire américain s'effondre. Non pas parce que l'Amérique perd du pétrole, elle n'importe plus beaucoup de pétrole du Golfe de toute façon, mais parce que l'histoire que l'Amérique se raconte sur elle-même, l'histoire de la nation indispensable, de l'hégémon bienveillant, de la superpuissance nécessaire, cette histoire exige que l'Amérique contrôle le détroit d'Ormuz, ou, au minimum, qu'aucun autre n'en soit le maître. Quand l'Iran a commencé à appliquer l'article 5, l'Iran n'a pas seulement remis en question la puissance militaire américaine, il a remis en question l'identité américaine.
Et quand l'identité est menacée, quand le récit qu'une nation utilise pour expliquer sa propre existence est attaqué, les nations ne réagissent pas rationnellement. Elles réagissent émotionnellement. Et plus précisément, elles réagissent avec colère. La colère ne se demande pas « cette réponse est-elle proportionnée ?» La colère ne se demande pas « est-ce juridiquement défendable ?» La colère ne pose qu'une seule question. Comment réaffirmer qui je suis, maintenant, immédiatement? Et la réponse à cette question pour les États-Unis d'Amérique a toujours été la même depuis 1945. On frappe, on démontre la force, on montre au monde que le récit est toujours intact. Voilà pourquoi le CENTCOM a bombardé 10 cibles iraniennes dans les heures suivant l'incident du MT Kikou. Non pas parce que c'était la réponse stratégique optimale, mais parce que c'était le seul mouvement qui permettait à l'Amérique de dire au monde « Nous sommes toujours aux commandes ici, l'histoire est toujours valide ». Mais voici la tragédie de tout cela, et c'est la partie qui m'affecte un peu, parce que j'étudie les empires depuis longtemps. Chaque fois que l'Amérique frappe dans ces conditions, chaque fois qu'elle réagit non pas par stratégie, mais par identité blessée, elle ne restaure pas le récit. Elle rapiède une déchirure dans une histoire qui se déroule déjà fondamentalement. Et l'Iran comprend cela. C'est pourquoi ces drones continuent de voler. Parce que chaque frappe américaine est la preuve que l'Iran a réussi à pénétrer l'architecture psychologique de l'Amérique. Permettez-moi maintenant d'ajouter le deuxième cadre, car la pièce de la sécurité ontologique explique pourquoi l'Amérique agit émotionnellement, mais elle n'explique pas entièrement pourquoi l'Amérique structurellement ne peut pas s'arrêter, même quand des esprits plus calmes sont dans la salle. Pour cela, vous avez besoin d'un concept appelé l'escalade de l'engagement. Certains d'entre vous le connaissent peut-être sous le nom de sophisme des coûts irrécupérables. L'idée est la suivante. Quand vous avez investi des ressources considérables dans une décision, argent, temps, réputation, vous devenez psychologiquement incapable d'admettre que la décision était mauvaise. Parce que si vous admettez que c'était mauvais, alors tout ce que vous avez dépensé pour essayer de le corriger devient sans valeur. Et c'est une position psychologique intolérable. Regardez ce que l'Amérique a déjà dépensé dans cette guerre. Des dizaines de milliards de dollars en opérations militaires. Une dégradation significative de ses stocks d'armes stratégiques. Sa réputation auprès des alliés du Golfe qui ont vu les bases américaines échouer à les protéger tout en absorbant près de 4000 frappes de drones iraniens. Sa crédibilité auprès de son propre Congrès qui a adopté une résolution sur les pouvoirs de guerre pour forcer Trump à s'arrêter. Sa réputation dans la presse mondiale ou des publications allant de Foreign Policy à The Atlantic en passant par The Independent ont toutes publié des articles affirmant que l'Amérique avait effectivement perdu cette guerre. Et puis il y a eu les mèmes. Je sais que nous sommes censés être des analystes sérieux ici, mais les mèmes ont une importance politique. Taco, Trump capitule toujours. Nacho, pas question qu'Ormuz s'ouvre. Ce ne sont pas que des blagues. Ils sont devenus un raccourci politique pour l'idée que la puissance militaire la plus grande de l'histoire n'a pas pu ouvrir un détroit large de 33 km. Certaines personnes peuvent nager 33 km. Et l'armée américaine ne pouvait pas l'ouvrir. Imaginez maintenant que vous êtes Donald Trump. Imaginez que vous êtes assis à la Maison-Blanche le 28 juin 2026 et que quelqu'un vous dit « Monsieur le Président, pour honorer l'accord correctement, nous devons reconnaître que l'Iran détient l'autorité de l'article 5 sur le couloir. Nous devons coordonner avec Téhéran sur les routes de transit. » Ce que cela signifie effectivement, c'est que tout ce que nous avons fait dans cette guerre, chaque bombe, chaque porte-avions, chaque menace, chaque sacrifice, n'a servi à rien. Parce que l'Iran contrôle toujours le détroit, parce que l'accord que nous avons signé lui en donne le contrôle. Il n'y a pas un seul politicien en Amérique, et certainement pas Donald Trump, qui puisse accepter cette conclusion publiquement. Parce que l'accepter signifie que toute l'entreprise était une erreur. Et plus le coût irrécupérable est élevé, plus il devient émotionnellement et politiquement impossible de s'éloigner de l'erreur. Alors, au lieu de s'arrêter, on escalade. Chaque nouvelle frappe aérienne est une tentative psychologique de justifier les frappes précédentes. Chaque nouvelle menace est une tentative de rendre à nouveau cohérent tout le récit. Et chaque escalade crée de nouveaux coups irrécupérables, ce qui rend la prochaine désescalade encore plus difficile. Voilà la spirale ontologique. L'identité blessée produit de la colère. La colère produit l'escalade. L'escalade produit des coups irrécupérables. Les coups irrécupérables rendent l'arrêt psychologiquement insupportable. S'arrêter devient plus effrayant que de continuer. Et donc, l'escalade continue, la blessure identitaire s'approfondit, et la spirale se resserre. L'Amérique ne bombarde pas l'Iran parce qu'elle a une bonne stratégie pour gagner. L'Amérique bombarde l'Iran parce que s'arrêter semble pire que de continuer. Et je veux que vous compreniez vraiment cela. Parce que ce n'est pas une critique propre à l'Amérique. C'est un schéma que les empires ont suivi tout au long de l'histoire humaine. La République romaine l'a fait, l'Empire ottoman l'a fait, l'Empire britannique l'a fait. On entre dans un conflit où l'identité est en jeu,
Et on ne peut plus s'arrêter, même quand tous les calculs rationnels disent qu'on devrait. La spirale prend le dessus. La seule question est de savoir combien de temps avant que la spirale ne s'épuise d'elle-même. Maintenant, je veux ajouter une couche à cette analyse qui, je pense, rend tout beaucoup plus significatif. C'est une couche que presque aucun grand média ne relie correctement au reste de l'histoire. Pendant que l'Amérique et l'Iran sont enfermés dans cet échange de drones et de frappes aériennes autour du sens de l'article 5, pendant que la spirale ontologique fait son œuvre sur Washington, il y a un pays assis en dehors de la salle qui regarde et qui vit quelque chose que je ne peux décrire que comme une réalisation au ralenti d'une trahison. Ce pays, c'est Israël. Laissez-moi vous donner des chiffres, parce qu'ils sont extraordinaires. Un sondage récent en Israël a révélé que 92,1% des Israéliens, juifs et arabes israéliens confondus, estiment que l'Iran a été le principal bénéficiaire du mémorandum d'Islamabad. 92%. Ce n'est pas une position controversée en Israël, c'est un consensus national. 86% des Israéliens ont une opinion négative de l'accord lui-même. Ce sont les alliés les plus proches de l'Amérique dans la région. Ce sont les gens dont l'armée a volé aux côtés des bombardiers B-2 américains pendant des mois. Ce sont les gens que Pete Hegseth, le secrétaire américain à la guerre, a qualifiés en mars de « partenaires indéfectibles au savoir-faire inégalé au combat ». Et 86% d'entre eux pensent que l'accord qui a mis fin à la guerre dans laquelle leur partenaire américain les a entraînés est un désastre. Voici maintenant ce qui s'est passé entre mars et juin, qui explique comment nous en sommes arrivés là. L'Iran ne s'est pas effondré. C'est le point de départ de tout. Le plan, et il y avait un plan, même s'il n'a jamais été formellement annoncé, était qu'une combinaison de puissance aérienne américaine et de renseignements israéliens dégraderait le régime iranien au point de l'effondrement ou de la capitulation totale. Et qu'ensuite, Israël deviendrait la puissance régionale dominante, sans adversaire sérieux restant debout. J'en ai parlé auparavant. Certains appellent cela le projet du Grand Israël. Moi, j'appelle ça la Pax Judaïca. L'idée qu'Israël devient le centre organisateur d'un nouvel ordre moyen-oriental. Mais l'Iran ne s'est pas effondré. L'Iran a subi des dommages extraordinaires, oui. L'Iran a perdu ses réseaux de défense aérienne, une grande partie de son infrastructure militaire conventionnelle. Son guide suprême est mort dans une frappe aérienne en février. Mais la République islamique n'est pas tombée. Les gardiens de la révolution ne se sont pas rendus. La défense en mosaïque, la structure militaire décentralisée où chaque province opère ses propres cellules de manière indépendante, a tenu. Et donc l'Amérique avait besoin d'un accord. Et pour obtenir cet accord, l'Amérique devait donner à l'Iran quelque chose de significatif. Et ce que l'Iran voulait, ce pourquoi l'Iran se battait, c'était l'autorité sur le détroit d'Ormuz. C'est donc ce que l'article 5 lui a accordé. Et voici la chose. Pour obtenir cet accord, l'Amérique s'est assise avec l'Iran à Islamabad. Et à cette table se trouvaient des représentants des États-Unis, des représentants de l'Iran, des représentants du Qatar, des représentants du Pakistan. Israël n'avait pas de siège à cette table. Pas un. Zéro. Le pays même qui avait combattu cette guerre en tant que partenaire de première ligne de l'Amérique, le pays qui avait absorbé les coups politiques et diplomatiques d'être perçu comme l'instigateur du conflit, a été exclu des négociations qui ont déterminé l'issue. Et pour aggraver les choses, le Qatar, qu'Israël considère comme un sympathisant du Hamas, était un médiateur clé. Le Pakistan, qui n'entretient aucune relation diplomatique avec Israël, était le pays hôte. Ce sont ces partis qui ont façonné le texte final. L'ambassadeur d'Israël à Washington l'a dit directement. Il avait besoin de clarté sur la politique américaine. Il a dit que la prémisse des pourparlers israélo-libanais qui se déroulaient à Washington était qu'Oman n'était pas impliqué, mais qu'il existe maintenant un mécanisme de déconfliction qui inclut explicitement l'Iran. Et il a dit « Le rôle de l'Iran n'est pas de retenir le Hezbollah. Le rôle de l'Iran est de quitter le Liban. » Il disait « Je ne sais pas quel accord vous venez de conclure, et je ne pense pas que c'est ce dont nous étions convenus. » C'est un langage diplomatique pour « Nous avons été trahis ». Et ensuite, J.D. Vance, le vice-président des États-Unis, a répondu aux critiques israéliennes du mémorandum en disant qu'Israël devait se réveiller et sentir la réalité de la situation dans laquelle se trouve ce pays. Laissez cela s'imprégner une seconde. Le vice-président des États-Unis a dit à l'allié moyen-oriental le plus proche de l'Amérique de se réveiller et de sentir la réalité. Ce n'est pas le langage d'une alliance, c'est le langage d'un patron qui a décidé qu'il n'a plus besoin de son client. Et c'est là que je veux prendre du recul, parce que je pense que ce dont nous sommes témoins ici est quelque chose de bien plus grand qu'une dispute autour d'un couloir maritime ou des termes d'un accord de cessez-le-feu. Pendant des décennies, j'en ai parlé dans de précédentes analyses, une vision stratégique opérait sous la surface de la politique américaine au Moyen-Orient. Cette vision ressemblait grossièrement à ceci: démanteler systématiquement les puissances régionales susceptibles de défier la domination israélienne. L'Irak, fait. La Libye, faite. La Syrie, faite. Et enfin l'Iran,
Le dernier challenger sérieux encore debout. Si l'Iran est brisé, Israël devient l'hégémon régional incontesté, l'ancre d'un nouvel ordre moyen-oriental soutenu par la puissance militaire américaine, le renseignement américain et la capacité opérationnelle israélienne. C'est à ça que ressemble la Pax Judaïca en pratique. Mais voici ce qui se passe en ce moment. L'Iran n'est pas brisé. L'Amérique a signé un accord qui donne à l'Iran autorité sur Hormuz. L'Amérique a exclu Israël des négociations qui ont façonné les termes de la paix. J.D. Vance dit à Israël de se réveiller, et 92% des Israéliens croient que la guerre s'est terminée avec une victoire de l'Iran. L'alliance qui était censée produire la Pax Judaïca se fissure visiblement. Non pas parce que quelqu'un a fondamentalement changé ses intentions, mais parce que l'Amérique et Israël sont arrivés à un point dans cette guerre où leurs intérêts divergent nettement. Israël a besoin que l'Iran soit complètement vaincu, pas mis en pause, pas géré, vaincu. L'Amérique a besoin de sortir avant que le coup politique intérieur ne devienne ingérable. On ne peut pas avoir les deux. Quand on ne peut pas avoir les deux, on fait un choix. Et l'Amérique a fait son choix. Elle s'est choisie elle-même. Et la question qui définira la prochaine décennie de la politique moyen-orientale, est de savoir si Israël peut maintenir sa position stratégique sans le soutien total et sans ambiguïté des États-Unis. Parce que l'accord cadre sur le Liban, quoi que Netanyahou en dise publiquement, ne remplace pas ce qui a été perdu quand Israël a été exclu d'Islamabad. Le projet Pax Judaïca ne peut pas avancer si le partenaire américain négocie dans le dos d'Israël les termes de la puissance iranienne. Ce n'est pas juste une déception diplomatique, c'est une fracture structurelle dans l'alliance la plus conséquente du XXIe siècle. Mettons maintenant tout cela ensemble. L'article 5 du mémorandum donne à l'Iran l'autorité administrative sur le détroit d'Ormuz. L'Amérique a signé cela. L'Amérique a ensuite tenté de créer un couloir alternatif sans l'approbation de l'Iran. L'Iran a appliqué l'article 5 et frappé le MTKQ en guise d'avertissement. L'Amérique a bombardé 10 cibles iraniennes en représailles. Mais l'Amérique ne peut pas s'arrêter. Non pas parce qu'elle a une stratégie pour gagner, mais parce que la spirale ontologique a pris le dessus. Son identité en tant que garant de l'ordre mondial est menacée. Ses coûts irrécupérables sont énormes. S'arrêter semble plus dangereux pour sa survie politique que de continuer. En 3 jours, le trafic à Hormuz est passé de 70 navires à 40. L'économie mondiale absorbe le choc de chaque échange coup pour coup. Les gardiens de la révolution ont frappé des bases américaines au Koweït et à Bahreïn. Trump menace d'une annihilation totale. L'Iran menace d'interrompre toutes les négociations. Et pendant que tout cela se passe, Israël, le partenaire qui était censé être le bénéficiaire ultime de cette guerre, a regardé 92% de ses citoyens conclure que l'Iran a gagné. Regardez son ambassadeur à Washington dire qu'il avait besoin de clarté sur ce que l'Amérique venait d'accepter. Regardez J.D. Vance lui dire de se réveiller et de sentir la réalité. Le cessez-le-feu ne tient pas, nous le savons tous. La vraie question est celle-ci. Quand à la fois la Pax Americana et la Pax Judaïca sont simultanément sous tension, quand l'ancien ordre s'effondre et que le nouvel ordre n'a pas encore pris forme, qui construit l'architecture de ce qui vient ensuite? Voici ce que je veux que vous surveilliez spécifiquement dans les 2 à 3 prochains jours. D'abord, regardez quel couloir le prochain navire utilise quand l'Iran l'attaque, s'il y a une autre attaque. Si l'Iran frappe un navire utilisant le couloir omanais américain, c'est l'Iran qui continue d'appliquer l'autorité de l'article 5. Cela vous indique que l'Iran est confiant dans sa position juridique et double la mise. Si l'Iran frappe un navire utilisant le couloir nord autorisé par l'Iran lui-même, c'est un signal complètement différent. Cela signifie que l'Iran escalade réellement au-delà du cadre du mémorandum et que la situation est bien plus dangereuse. Ensuite, regardez Israël. Plus précisément, regardez si Israël utilise l'accord cadre sur le Liban pour lancer de nouvelles frappes dans le sud du Liban, pendant que le mémorandum américano-iranien est supposément encore en vigueur. Netanyahou a déjà dit publiquement que le cadre donne à Israël le droit de rester au Liban indéfiniment jusqu'au désarmement du Hezbollah. Si Israël agit agressivement sur cette interprétation, surtout de manière à ce que l'Iran affirme que cela viole les clauses libanaises du mémorandum, alors toute la structure du cessez-le-feu s'effondre. Et plus important encore, cela vous dira qu'Israël a décidé d'agir indépendamment de la coordination diplomatique américaine. Que la stratégie Pax Judaïca est désormais poursuivie sans couverture américaine. Troisièmement, regardez ce qui se passe avec les États du Golfe, notamment l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et le Qatar. Ces pays ont géré leurs propres pistes diplomatiques parallèles avec l'Iran tout au long de ce conflit. Ils ont une peur terrible d'être pris entre un parapluie sécuritaire américain en train de s'effondrer et un Iran en plein essor qui vient de démontrer sa capacité à frapper leurs usines de dessalement, leurs champs pétrolifères et leurs aéroports à volonté. Si l'un de ces pays fait un mouvement significatif vers un arrangement bilatéral avec l'Iran,
un cadre de non-agression, un accord maritime. Ce sera le signal que l'architecture sécuritaire du Golfe, dirigée par les États-Unis, est terminée. Je vous demande comme toujours de ne pas simplement prendre ma parole pour argent comptant. Lisez le texte réel de l'article 5 du mémorandum d'Islamabad. Vous pouvez le trouver sur Al Jazeera, Reuters et le site du ministère qatari des Affaires étrangères. Lisez-le vous-même et demandez-vous, l'article 5 donne-t-il à l'Iran une autorité administrative sur le détroit ou impose-t-il simplement une obligation à l'Iran d'assurer la sécurité? Ou le texte soutient-il chaque interprétation? Lisez ensuite la déclaration des gardiens de la Révolution de ce matin, dans laquelle ils décrivent l'article 5 comme autorisant le contrôle de l'Iran sur les arrangements de navigation. Lisez ensuite la déclaration du CENTCOM américain, dans laquelle il décrit ces frappes comme une application du respect du cessez-le-feu. Placez ces deux déclarations à côté du texte réel de l'article 5 et revenez me dire quelle interprétation de l'article 5 a le soutien textuel le plus solide. Parce que cette question, pas celle de savoir qui a les bombes les plus grosses, est la question qui déterminera si le cessez-le-feu survit. Contestez-moi si vous pensez que j'ai raté quelque chose. C'est ainsi qu'on se rapproche de la compréhension du monde tel qu'il est réellement. Quand l'Amérique bombarde l'Iran pour avoir exercé une autorité que la propre signature américaine a transférée à Téhéran, et quand Israël, l'allié qui s'est battu aux côtés de l'Amérique pendant des mois, se fait maintenant dire par le vice-président américain de se réveiller et de sentir la réalité, alors que 92% de sa population croit que l'ennemi a gagné, la question n'est pas de savoir qui va gagner la bataille pour le détroit d'Ormuz. Les chiffres de ce détroit nous disent quelque chose de très précis. 70 navires, puis 54, puis 40. Le compte à rebours est déjà en cours. La vraie question est celle-ci. Si la Pax Americana exigeait que l'Amérique soit le garant de l'ordre mondial, et que l'Amérique vient de signer cette autorité dans un document, et si la Pax Judaica exigeait la puissance américaine comme garante, et que l'Amérique vient de négocier un accord de paix qui excluait son allié moyen-oriental le plus important, alors qu'est-ce qui se construit exactement dans l'espace qui s'ouvre et qui aura le droit d'écrire les règles du nouveau monde? Je n'ai pas la réponse à ça, mais je peux vous dire une chose. Les 40 navires qui transitent encore aujourd'hui par ce détroit ne transportent pas seulement du pétrole. Ils transportent les derniers vestiges de l'ancien ordre. Et chaque jour que ce nombre diminue, le nouvel ordre se rapproche d'un pas. À la prochaine.